Et donc cet ordre social, il va aussi organiser les relations entre les blancs et les non-blancs. Par exemple, à l'aéroport, ça peut être dans l'administration, dans le chantier, ça peut être à l'école aussi, ça peut être dans les lieux de détention. Et dans tous ces endroits, le racisme, il a un fonctionnement qui fait que on sait, blanc et non blanc, qu'il y a des comportements qui sont attendus de nous et des comportements qui sont proscrits. Ça veut dire que si on fait les comportements, si on a les comportements qui sont proscrits, on peut s'attendre à de la répression. Ça peut être l'agent de sécurité qui vient, ça peut être des sanctions. Donc ça, on en a tous une connaissance. Et l'ordre racial, on va dire, en général, il est respecté. Voilà, je vous montre ici une lutte d'employés de ménage. Ça dit aussi un ordre racial. La queue devant la préfecture, là aussi, il y a un ordre racial. Et quand il est respecté, on ne le voit pas, mais ça aussi, c'est une violence, en fait. Ça aussi, c'est une violence quand on le vit. Parce qu'en fait, c'est des situations où le consentement est limité. Un migrant qui va faire la queue à la préfecture, le consentement, ça n'existe pas. Il n'a pas la liberté de parole, parce qu'en fait, s'il dit ce qu'il veut, ça va se traduire concrètement contre lui pour des choses qui parfois peuvent être vitales. Et nous, quand on se retrouve dans ces positions, du coup, on est en position de subordination. Et c'est nous qui créons, par notre existence, le lien de subordination. Si on prend un exemple d'un noir dans sa famille, il va être un fils, il va être un père, un mari, il aura une personnalité, une histoire, un caractère. S'il est dans la rue, il est un noir, et en tant que noir, il peut être contrôlé, il peut être arrêté. Par contre, ce même noir, s'il met un uniforme de CRS, il devient un CRS et il a des droits sur les noirs dans la rue. Il pourra arrêter le migrant qu'il veut, l'insulter, le tutoyer, etc. Et par contre, à l'intérieur de sa compagnie, en tant que noir, il ne sera pas considéré comme un CRS, il sera considéré comme un noir et probablement qu'il devra batailler à l'intérieur de sa compagnie parce qu'ils essaieront de le traiter comme un inférieur. Au quotidien, ça va être une chose à gérer. Donc, c'est bien l'endroit où on est qui fait le statut. Il y a une différence entre la famille et puis la rue et le travail. Et c'est vraiment le non-blanc qui déclenche ça, la relation de subordination. Et quand on est subordonné, on ne peut pas donner son consentement, on ne peut pas donner son avis. Et je sais qu'il y a des gens à qui ça déplaît que je dise ça parce qu'on a envie de se raconter qu'on est fort en fait et qu'on gère et qu'on contrôle nos vies. Mais en fait, bon, moi ma démarche c'est de dire si on ne nomme pas une maladie, on ne risque pas de la soigner. Donc si on ne fait pas le constat que en fait dans nos vies on n'est pas libre, c'est pas encore maintenant la liberté, on ne peut pas se mettre en action pour lutter vers ça. Pour nous, c'est important de réfléchir aussi la violence en tant que non-blanc à partir des relations d'autorité, où on n'a pas un mot à dire. À l'école, on est en relation d'autorité, on ne peut pas, en cas d'injustice, en cas de violence, on ne peut pas se défendre. Dans l'administration, je prenais l'exemple du migrant, mais c'est valable à la CAF ou ailleurs, on n'a pas là de consentement. On peut, mais tout le monde sait que depuis une dizaine d'années, il y a des agents de sécurité à la CAF. À la poste, partout. C'est pareil avec le médecin, c'est pareil avec la police. Et donc, en plus de ce déséquilibre dans la relation, il y a une difficulté qui s'ajoute, c'est que le racisme, il prive de ressources. Quand les uns ont le travail refusé aux autres, ça veut dire des ressources en moins. Et moins on a de ressources, moins on est libre. L'argent, il donne une certaine liberté quand même. Et donc, dans ces lieux, on va se retrouver devant deux choix. Soit on se soumet, soit on ne se soumet pas, mais on risque la répression. Et la répression, elle peut être mortelle. C'est ce qui est arrivé il y a quelques années à Hakim Hajimi, qui lui est allé à la banque. Il avait un problème de virement. La banque n'a pas accédé à sa demande. Il s'est énervé. Il s'est simplement énervé. Et donc la banque a appelé la police. La police l'a saisi dans la rue et l'a tué. Donc dans la rue, il est mort, paix à son âme. Voilà. Soit réagir, prendre le risque d'être réprimé, soit se soumettre. Un autre exemple, c'est les jeunes.
Les jeunes dans les quartiers n'ont pas le droit de réagir. On attend d'eux qu'ils se soumettent, réagir, se révolter, avoir une crise d'ado ou dire les injustices, on n'en veut plus. C'est un privilège blanc. Parce qu'un jeune de quartier qui fait ça, la répression elle est immédiate. On sait que des contrôles sur des enfants de 10, 11, 12 ans, ça se fait. Aujourd'hui, ça se fait. Hein. Ils n'ont pas de scrupules. Il n'y a pas un jeune de quartier, il n'est pas un enfant. Il n'a pas le privilège d'être un enfant. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est un ordre racial où on n'a pas de mobilité. Notre condition qui déclenche un lien de subordination. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont venir à nous pour ça. Et puis, face aux violences, on a deux stratégies possibles. Soit on se soumet, soit on résiste, mais ça peut être mortel. Donc nous, déjà, la société blanche, elle ne nous voit pas comme des femmes. Parce que quand elle dit les femmes, c'est jamais nos réalités. Par contre, elle aime bien projeter sur nous ses problèmes. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, elle a un problème de féminicide, un sérieux problème, qui touche majoritairement des femmes blanches. Et elle commence d'en parler, par exemple, sur l'histoire de Mariama Kallo. On a commencé à voir des articles quand Mariama Kallo a été tuée par son mari. Alors on est aussi un écran de projection de sa mauvaise conscience, c'est-à-dire que quand elle nous regarde, elle projette des choses qui lui appartiennent, la société française. Elle est persuadée que les indigènes tapent leurs femmes. Et en fait, c'est une réalité qui est très française, qui est taboue. Je disais tout à l'heure, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on en parlait une fois par an. Mais elle projette ça sur les indigènes et c'est faux. Et par contre, quand il s'agit de nous mettre en étendard de combats qui ne sont pas les nôtres, alors là, on est devant sur la photo. Là, on nous met en avant quand il s'agit d'aller faire la promotion de la laïcité, de la liberté sexuelle ou autre. Là, comme par hasard, c'est toujours nous qu'on va mettre en couverture ou derrière la banderole de tête. Donc on n'est pas des femmes pour la société blanche. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure, on est des non-blancs. Donc la réalité de notre vie, c'est de la violence. Et c'est toutes les pratiques. Donc le racisme, c'est quoi? C'est l'ensemble des pratiques et des discours de l'État, des institutions et des individus qui visent à nous maintenir dans l'infériorité et dans la déshumanisation. Et tout ça, ça interagit. Donc il n'y a pas tellement de sens pour nous d'extraire ou de ne s'intéresser qu'aux violences faites aux femmes, parce qu'en fait, c'est tellement plus large et plus... D'autant que parfois il arrive quelque chose aux femmes et on ne présente pas ça comme des violences faites aux femmes. Micheline Mirtib, qui est cette femme antillaise qui est décédée aux urgences parce qu'en fait elle a été délaissée. On ne s'est pas occupé d'elle. Elle était jeune. Hein. C'est une femme, ça n'entre pas dans ces catégories. Sabine Voirin, qui est la femme qui est décédée après des années de harcèlement raciste et sexuel, une employée de ménage dans une mairie en Île-de-France. Des années, au vu et au su de tout le monde, elle est harcelée, harcèlement raciste et sexiste de la part d'un supérieur. Et puis finalement, elle mourra dans la mairie un jour, alors qu'elle travaille, mais il est évident qu'elle est décédée des conséquences de ça. Et puis il y a ce qui se passe en centre de rétention, en détention, tout ce qui arrive aux femmes migrants avec leurs enfants, les discriminations industrielles vis-à-vis des musulmans, des musulmanes, les droits parentaux aussi des femmes non blanches, tout ça aussi c'est des questions qui touchent des femmes. Et puis, troisième point, pour les nôtres on est des femmes. On n'est pas des femmes pour la société blanche, mais pour les nôtres on est des femmes. Dans les espaces communautaires, c'est-à-dire la famille, la communauté religieuse, le quartier, la communauté d'origine, là on est des femmes, on est reconnus comme des femmes. Et nous c'est un peu ça nos espaces safe, hein, parce que c'est le mot qu'on utilise, mais ces espaces-là, ils sont tout le temps en danger. C'est-à-dire que l'État est tout le temps en train d'attaquer ces espaces. Je pense aux attaques contre les écoles musulmanes, par exemple. C'est ça, c'est démanteler. La rénovation urbaine qui
défait les quartiers et puis envoie la population à droite et à gauche, c'est ça, c'est démanteler une communauté et faire que les gens soient isolés, répartis aux quatre coins de la ville. Et il y a une autre menace qui pèse sur nos communautés, c'est l'assimilation. C'est-à-dire qu'en fait, tellement on est baigné dans les logiques de la société raciste, elle nous change, on commence à l'adopter. On délaisse notre culture, on délaisse ce que nos parents nous ont transmis parce qu'on commence à penser que c'est pas très intéressant. On voit notre culture avec les yeux de la société et puis on la remplace par la culture d'ici. Ça, c'est en cours depuis le début. Ah oui. De toute façon. Ah oui. Moi, je me souviens que j'avais honte de parler en arabe. Voilà, la honte de la langue. Et puis au final, ça a des effets. Il y a une proportion importante de gens qui ont abandonné la langue de leurs parents parce qu'on leur a inculqué la honte. Et alors, ces trois choses-là, on n'est pas des femmes pour la société blanche, on est des non-blanches et on est des femmes pour les nôtres, c'est valable pour les hommes aussi. Les hommes, la société, elle ne les voit pas comme des hommes, elle les voit comme des dangers, comme des nuisances, comme des violeurs ou comme des incapables. Eux aussi sont d'abord des non-blancs, ça veut dire leur condition, c'est ça. Hein. Et pour les nôtres, ce sont des hommes, sauf quand on s'assimile, on commence à les regarder comme la société blanche. C'est-à-dire qu'on les voit comme des violeurs, on les voit comme des agresseurs potentiels, comme des dangers. Donc c'est important de prendre conscience de comment la société raciste nous voit. Parce qu'on est dedans, mais des fois il y a besoin de s'arrêter et de comprendre comment elle nous voit, et surtout comment elle nous voit nous, les femmes non blanches. Alors l'exemple qui me paraît le plus intéressant pour le comprendre, c'est le livre de Blanchard, qui est sorti à la fin de l'année 2018, en décembre. Blanchard, c'est un historien, il est spécialisé dans la période coloniale. Il a l'habitude de sortir de beaux livres avec de l'archive. En général, il valorise la présence arabe, noire en France. Et là, cette fois, il a fait un travail sur l'usage industriel du viol dans les colonies. Ça, le safari érotique. Par exemple, ouais, le safari érotique. Et alors, ce qu'il y a, c'est que c'était un travail normalement pour dénoncer, mais dans la façon de l'aborder, sa démarche n'était pas très claire. Il avait plutôt l'air de mettre en valeur. Et déjà, il montre des scènes de viol sur adultes et enfants. Et habituellement, ça ne se fait pas, même dans un cadre scientifique. Et ensuite, il choisit un titre, là, que vous pouvez voir, un titre et une première de couverture complètement aguicheuse, et puis qui assimile ça à de la sexualité, alors que le viol, c'est la violence sexuelle. Donc dans les milieux antiracistes, ça crée un tollé, mais vraiment un tollé énorme. À ma connaissance, ça s'est limité à ces cercles, en fait. Je crois que dans les milieux... j'ai regardé un peu des comptes de militantes contre le viol, un peu identifiés, qui font un travail correct, et ça n'arrivait pas du tout dans ces sphères-là. Et ça, je trouve, c'est parlant. Parce que nous, quand on voit ce bouquin, il est insoutenable, en fait. Hein. On voit les nôtres, on se voit, et puis en plus, on voit un scientifique qui est en train de faire un spectacle de ce qu'on subit. Donc c'est intolérable. Alors déjà, on pensait que c'était une contradiction, que c'était une erreur, en fait, ce qu'avait fait Blanchard. Moi, je pense pas, je pense que c'est complètement logique. C'est que lui, ce que lui, là, assimile à de la sexualité, c'était de la violence sexuelle. Et le racisme, il a affecté tous les domaines de l'activité humaine, hein, l'éducation, la politique, la loi, et aussi l'érotisme. Et en France, en Occident plutôt, érotisme et violence se confondent, même dans les mots. Il y a Bell Hooks, il y a quelques années, qui avait fait un travail là-dessus, de dire que les mots de la sexualité étaient des mots de violence, en fait. Et ça dit beaucoup de choses. Et donc, ce que l'Occident appelle sexualité, souvent, c'est la violence, c'est simplement des points de vue différents. Et pendant la colonisation, les cartes postales sur lesquelles Blanchard a travaillé, les Français se prenaient en photo. Quand ils faisaient ça, ils étaient détendus, ils avilissaient les gens, ils les torturaient. C'était une relation d'être humain à objet, et on voyait, eux, ils étaient dans une ambiance bon enfant. Ils considéraient qu'il n'y avait aucune loi morale qui était transgressée, et ça concernait des adultes et des enfants.
Et c'est là qu'on voit qu'il y a un lien de propriété. En fait, historiquement, c'est quelque chose qui est très récent, il y a moins de 50 ans, il y a 50 ans à peu près, ça c'est hyper récent. Et on voit ce lien de propriété à nous, et qui ne va pas suivre forcément les catégories homme-femme. C'est un lien de propriété à nous, qu'on soit homme ou femme, et de la part d'hommes ou de femmes. Et ce lien de propriété, il n'était pas propre à la sexualité. Tout Européen, par exemple, pouvait exiger d'un indigène qu'il rende des comptes sur ses déplacements, sur ses faits et gestes. C'était ça aussi, le lien de propriété. Et aujourd'hui, il y a des gens qui rêvent de l'avoir encore, ce lien de propriété, de contrôler ce qu'on fait, où on va, ce qu'on dit. Et donc, c'est une relation qui n'a pas disparu. Elle a juste changé de forme. Et par exemple, là, dans cette vidéo, qui est incroyable, moi j'ai trouvé incroyable, je l'ai vue hier, c'est une femme qui prend un Uber, c'est aux États-Unis, avec un conducteur qui est d'origine africaine, je pense. Et alors lui, il est d'une zénitude extraordinaire, parce qu'il se fait agresser verbalement, presque physiquement. Elle est dans un état incroyable. Bon, ça démarre sur une broutille, hein. Il n'a pas un service dans le Uber. Et pendant tous leurs échanges, elle va le menacer de le dénoncer pour viol. Et donc lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il se filme. J'insiste là-dessus parce que c'est finalement, on pense aux stratégies que les femmes mettent en place quand elles ont peur de se faire agresser et qu'elles déclenchent. Voilà, on l'a toutes fait au moins une fois. Hein, utiliser le téléphone parce qu'on sent qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Ben, cet homme fait la même chose. Il prend son téléphone, il filme tout l'échange parce qu'il sait qu'il va peut-être devoir expliquer à la police que c'est pas ce qu'elle dit qui s'est passé. Et puis, il essaie d'empêcher l'escalade. Et elle utilise pendant tout l'échange la menace de la police, parce qu'elle sait très bien que si la police américaine vient, il peut mourir. Donc c'est ça le lien de propriété. Et alors moi, pour revenir au livre de Blanchard, il est donc parti de cartes postales coloniales que les gens s'échangeaient. Hein. Je rappelle, c'est donc des photos d'adultes ou de mineurs, par exemple érotisés malgré à leur insu, hein, ou contre leur volonté, ou agressés. Et les gens s'échangeaient ça. Hein. Je veux dire, pour écrire à Tata Jocelyne, il y a des fois sur les cartes postales, on voit des petits mots Joyeux Noël. Et ce qui est intéressant quand on les regarde, c'est qu'on voit que c'est assez actuel en fait dans la logique. C'est pas vieux. Ça nous parle de la façon dont on est représenté aujourd'hui, que ce soit dans la culture populaire, et on a beaucoup de vidéos quand même aujourd'hui autour de nous, et aussi dans la pornographie. On dirait l'ancêtre de la pornographie, et ça c'est extrêmement perturbant. Et donc on voit que la façon de nous représenter aujourd'hui, c'est un genre particulier. C'est un genre particulier. Et on voit aussi dans ces cartes postales que accéder au corps des indigènes, ça permet d'accéder à des droits sur un être humain en fait. Et donc c'est une forme il y a un statut presque qui vient avec ça. Et je pense à des gens aujourd'hui qui s'appellent eux-mêmes les s'expatriés. C'est des gens qui, comme les militaires ou les colons hier allaient dans les colonies pour faire des choses qui n'étaient pas autorisées ici. Aujourd'hui, ça perdure. Il y a des gens qui, parce que les femmes en Occident accèdent à des droits, eh bien, vont dans des pays du Sud ou dans d'autres pays pour accéder à des droits sur des êtres humains ou que leurs ressources matérielles vont leur donner ou un certain statut. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils cherchent ce statut un peu de royauté, en fait. Donc nous, on donne ça. Voilà. À notre insu, évidemment. Alors, j'utilise beaucoup le mot de corps. Je ne dis pas qu'on n'est que des corps, simplement, c'est pour inviter à voir comment la société raciste, elle nous voit. Parce qu'elle nous voit vraiment comme des corps. Hein. Hier, c'était pour être de la chair à canon. Pour nos parents, ça a été de la main-d'œuvre. Et aujourd'hui, c'est comme un danger, mais on n'est pas vu comme des êtres humains, avec une histoire, avec un nom, avec une culture, une langue. On est souvent vu comme des corps, donc c'est pour ça que j'utilise ce mot. Des corps d'exception, on dirait les Français.
Exactement, des corps d'exception. Et par contre, la différence avec, entre les cartes postales d'hier et la culture pop porno d'aujourd'hui, c'est que nous, aujourd'hui, non blancs, on apprend à se voir à travers cette culture. Donc hier, on n'avait pas accès à ces cartes postales, mais aujourd'hui, les jeunes baignent dedans. Et c'est un des vecteurs par lesquels ils apprennent à connaître leur place et à connaître la place des autres et à connaître l'ordre racial. Et on sait que, par exemple, la pornographie, c'est à partir de 10, 11, 12 ans aujourd'hui qu'ils ont accès à des images comme ça, très facilement. Et donc, c'est quoi le message? C'est finalement leur dire... c'est toute une culture qui leur dit à ces non-blancs, tu n'es qu'un corps. Tu es un corps hyper sexualisé, et puis un corps qui est né aussi pour être un spectacle. Alors pour les garçons, c'est un spectacle qui fait peur, pour les filles, c'est un spectacle qui aguiche, quoi. Mais on leur dit, voilà, votre valeur, c'est ça. Et c'est... moi, je le vois comme l'endroit, en fait, où ils apprennent aussi à aimer la violence. C'est-à-dire qu'on capte leur désir, et c'est là qu'on leur fait aimer la violence et qu'on les convertit à la violence. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont très différents des grands-parents, des arrière-grands-parents, dans leur culture, précisément parce qu'ils baignent là-dedans. Et c'est comme ça qu'on insensibilise à la violence. Voilà, c'est ça, par exemple, l'apprentissage de nos places, c'est ça. Et là où c'est encore plus pernicieux, c'est qu'on adhère aussi à cette vision du monde et qu'on peut avoir des non-blancs qui font ça, aller ailleurs dans le monde, avoir accès à des corps auxquels ils n'auraient pas accès ici. Donc c'est vraiment très, très difficile à combattre, d'où l'intérêt d'avoir une conversation, quand on parle des violences faites aux femmes, d'avoir une conversation aussi qui inclut la question de la jeunesse. Aussi parce que la jeunesse, elle est davantage touchée par la répression. Et aussi parce que cette culture-là, elle est destructrice. Et donc, là, aujourd'hui, c'est pas encore tellement un projet ou un sujet ou quelque chose qu'on relie à la question des femmes. Alors, le patriarcat, définition. C'est une forme d'organisation sociale et juridique fondée sur la détention de l'autorité par les hommes. Sauf que nous, nos hommes, les hommes non blancs, ils n'ont pas de pouvoir. Et je disais tout à l'heure, on n'est pas des hommes, on n'est pas des femmes. Donc, est-ce que ça a du sens de s'intéresser à un patriarcat sans pouvoir? Surtout si les premiers lieux de danger pour nous, c'est les lieux qui sont en dehors du foyer. C'est-à-dire que tous les lieux que je vous ai listés depuis tout à l'heure, de l'administration à la rue, ça c'est des lieux de danger, et de danger qui est créé par l'État. Alors est-ce que ça a du sens de se concentrer sur la relation entre les hommes indigènes et les femmes indigènes? Moi je pense que non. Je pense que si on veut s'intéresser à la condition des femmes non blanches, on doit partir de plusieurs principes. Le premier, c'est que nos réalités, c'est pas du tout les mêmes. Et parfois ce sont les mêmes, mais quand ce sont les mêmes, elles se mettent en œuvre différemment et les solutions ne peuvent pas être les mêmes. Et deuxième principe vraiment important, c'est que la première violence qui s'abat sur nous, c'est la violence du racisme. Et elle va s'abattre sur les hommes et sur les femmes. Donc quand on parle de la condition des femmes, on doit absolument regarder les effets que ça a sur les hommes et surtout en termes de répression. Surtout que, alors quand je dis ça ne peut pas être les mêmes solutions, quand on imagine les mêmes solutions, on va promouvoir par exemple le fait de sortir les gens de leur communauté, le fait de les sortir de la famille. Et en fait, la famille, les communautés, c'est des lieux de sécurité pour nous. Quand on est isolé, nous on meurt, hein, on meurt, soit on a l'âme qui meurt, soit on meurt réellement. L'isolement pour nous, c'est pas possible. Surtout que ça veut dire l'isolement, ça veut dire se retrouver isolé en tant que non-blanc dans une société qui ne nous voit pas comme des êtres humains, avec une justice qui ne nous rend pas justice. Ça, moi, je le répète, la justice n'est pas une solution pour nous. Donc, je vais prendre un exemple, c'est que j'ai vu il y a des années, une étudiante étrangère. Elle a réussi, fait extraordinaire, elle a réussi à avoir accès à passer les processus de sélection pour étudier en France.
Et elle a réussi à obtenir un visa. Donc elle est arrivée. Donc déjà, ça fait beaucoup de... C'est déjà assez extraordinaire. Il y a une faible proportion de gens qui y parviennent parmi ceux qui essaient. Elle arrive ici, elle commence ses études, et puis 3 semaines après le début de l'année, elle est en danger parce que la personne qui l'héberge la met en danger. Bon, ce qui va se passer pour elle, c'est qu'elle est complètement isolée, et il n'y a pas... Son problème à elle, c'est que l'État ne peut pas être une solution. Je veux dire, une femme migrante, ça n'a pas de sens. Dans un commissariat ou ailleurs, ça n'a pas de sens. Et pour elle, ce qui va être en jeu, si elle ne l'accepte pas et si elle sort de cette situation dangereuse, c'est pas juste, elle ne va pas juste sortir de la situation, elle va perdre son logement, donc elle va perdre sa formation, donc elle va perdre le bénéfice de tout ce qu'elle a fait pendant des mois pour réussir à atteindre ça, et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Donc elle a tout perdu, et elle a dû, j'imagine, j'ai pas su ce qui lui est arrivé après, mais se retrouver en position délicate administrativement. Donc tout ça, ça fait partie du même problème. Et le racisme joue un rôle, le rôle le plus important là-dedans. La personne qui l'hébergeait, elle a juste exploité ça. Et donc il faudrait changer en fait la façon d'aborder les choses. Partir des situations d'autorité, partir des situations où on est inféodé comme ça à des gens, où on est à la merci totale des gens, et à partir de là avoir des réflexions ou une attention sur les violences potentielles qui peuvent se mettre en place. Ces lieux, c'est quoi? C'est l'administration. Je vais prendre l'exemple du Crous. Un cadre du Crous qui, pendant 15 ans, commet viol, meurtre. Donc il n'a pas toujours été cadre du Crous, mais à un moment dans sa vie, il a décroché un poste au Crous au service des relations internationales pour avoir accès à de jeunes migrantes, de jeunes étudiantes étrangères qui venaient de débarquer et qu'il invitait à être hébergées chez lui. Et comme la justice, elle est très clémente avec les gens comme lui, elle a mis 15 ans avant de comprendre qu'il était dangereux. Donc il a perpétré comme ça, tranquillement. Et le plus extraordinaire, c'est que ce n'est pas un fait divers qui a fait beaucoup de bruit, pourtant c'est assez terrifiant. Donc c'est un homme qui a exploité en fait ces situations d'autorité et l'impunité possible qu'il y aurait, parce que des étudiantes étrangères, enfin, déjà avant qu'elles comprennent la procédure pour se défendre, il y a de la marge. Donc eux, les agresseurs, en fait, eux, ils font cette analyse-là. Donc nous, on doit la faire aussi, d'avoir une attention particulière et de mener nos actions d'abord dans ces lieux-là où il n'y a pas de droit. L'école, c'est pareil. L'école, c'est un lieu où il n'y a pas de droit. Si on est en danger dans l'école, si en plus on est mineur, on ne peut rien faire. Les situations d'humanitaire, alors les squats, je les mets dedans, hein, avec des droits qui sont très déséquilibrés entre les gens qui sont hébergés, qui ont un besoin vital d'être hébergés, et les gens qui hébergent. Celui qui est mal intentionné, qui héberge, il a complètement le champ libre, pour peu qu'en plus les gens hébergés n'aient pas de papier. Enfin, je veux dire, là, c'est... Voilà, ces lieux-là, les lieux de contrôle, hein, commissariat, police, prison, aéroport aussi, et puis tous les contacts avec les forces de l'ordre. On a eu récemment à Toulouse un policier comme ça, hein, qui a commis 3 viols, dont au moins 2 dans le commissariat. Les lieux de détention, les lieux de rétention, surtout que tout ce qui se passe dans ces lieux, c'est extrêmement difficile de les faire qualifier en crime ou en délit. Donc c'est vraiment les endroits où on doit mener nos actions. Je considère que à partir du moment où les gens en fait profitent dans ces espaces de ce déséquilibre de droit, ces crimes-là, c'est des crimes racistes, parce qu'ils tirent profit du racisme. Le cadre du Crous qui fait ça, il exploite le racisme. Il y a une autre question qui est importante pour nous, c'est la question du rapport à l'État. Quand on choisit les actions, les modes d'action, les façons de lutter. J'en ai parlé, donc l'État est quand même principal responsable dans le racisme. J'ai donné plein d'endroits où le racisme s'exerce et où la violence s'exerce sur les non-blancs, qu'ils soient hommes ou femmes,
Pourtant, les politiques antisexistes, elles vont se focaliser sur 2 lieux. Ça ne veut pas dire que les féministes n'ont de revendications que sur ces 2 lieux. Ça veut dire que l'État, les seuls moments où il entend, on va dire, c'est quand ça l'arrange.